Alors, il y a encore quelques questions. Peut-être, je suis Ouais. désolé d'être peut-être un peu. Oui. Une question à laquelle il peut répondre par oui ou par non, ce serait super. Oui, quasiment. Juste en essayant d'être au nom de tout le monde, d'abord, merci pour ce super moment. Et enfin, pour vous suivre depuis un moment, pour moi, on a devant nous un des penseurs, un des écrivains les plus stimulants de l'époque, et aussi devant nous aussi un des passeurs les plus stimulants. Et je vous en remercie, et c'est vraiment sincère. Et donc forcément, un peu comme après l'amour, c'est quoi après? C'est-à-dire que moi, si j'étais un génie, je vous donnais un vœu, qu'est-ce que vous pourriez changer dans l'espace public pour qu'on sorte de cette impression d'être pris dans un mainstream où on est dans des flux? Là, on vient de sortir un peu du flux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vivre plus souvent des moments comme ça avec aussi d'autres personnes? Il n'y a pas que vous êtes formidable, mais qu'est-ce que vous... Et comme vous réfléchissez là-dessus, je sais, monsieur Tristan Garcia, mais aussi monsieur Delaporte, je crois, qu'est-ce que vous nous pousseriez à faire pour que l'espace public soit plus constitué de moments comme ça? En plus de lire l'Obs, évidemment. Oui, mais justement, Vincent moi Tirole. j'ai une relation d'amour et de haine sur 40 ans avec l'Obs. Et moi, tant qu'il y a Rocher-Beaubois en page 2 pour me vendre un imaginaire de société de consommation, il faut quand même que je le dise, j'ai un problème. Il tue ma libido et j'ai besoin de gens comme Tristan Garcia pour remettre ma libido dans le bon sens. Non, mais si ça c'était fait. Mais, Voilà, faut le très dire quand rapidement, même. C'est une déclaration d'amour. peut-être on en parlait juste avant. En toute honnêteté, moi, j'ai pas du tout de solution à ça. C'est un véritable dilemme qui peut-être s'est posé particulièrement à ma génération. Je sais que c'est quelque chose qui existe chez un certain nombre de camarades en sciences sociales ou en philosophie. Moi, j'ai réellement été traumatisé par les nouveaux philosophes. C'est-à-dire par ce qui s'est passé quelque part entre 77 et les années 90, par la génération Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, ce qui a mené à Finkielkraut aussi. C'est-à-dire par le moment où, c'est pour ça que je le disais, hein, où le terme même de philosophe est devenu une sorte d'étiquette permettant d'aller dans les médias. Et on en parlait, au moment où Bernard-Henri Lévy surgit, il y a Pierre Vidal-Naquet qui fait un article dans Le Monde. Après, Bernard-Henri Lévy, dans mon souvenir, répond contre le complot des agrégés, répond pas du tout sur le fond d'ailleurs à Vidal-Naquet. Et Vidal-Naquet croit qu'il va pouvoir combattre Bernard-Henri Lévy en répondant dans Le Monde sans aller à la télévision et en lui faisant la leçon un peu comme un directeur de thèse, en disant alors j'ai lu 20 pages de, je sais plus si c'est l'idéologie française ou Barbarie à visage humain, enfin, et il lui dit alors là il y a une erreur, telle page il dit n'importe quoi, là, c'est une erreur, etc. Et en fait ça n'a aucun effet, ça a strictement aucun effet. Ça a même peut-être vaguement aidé Bernard-Henri Lévy, qui du coup a pu se constituer contre une sorte d'intellectualisme français et tout. Donc, venant après ça, ma question, et là je dis notre question, pour beaucoup de chercheurs ou de gens de cette génération, c'est comment faire pour se prémunir de ce type d'attitude et comment ne pas laisser le débat public, c'est-à-dire moi j'ai des moments, disons, je dirais de purisme, je me dis, bon, faut pas y aller. J'ai l'impression de simplifier, même quand ça me rend presque malheureux quand je vous réponds, parce que je veux dire, en fait, il faut avoir une vraie discussion, je simplifie, j'ai l'air, ce que je dis, je vais y croire qu'à moitié parce que je suis obligé de simplifier, ça va pas, etc. Mais c'est un moment puriste aussi, un peu idiot, un peu bête. Et après, des moments où je vais écouter la radio, et je me dis, mais en fait, le problème, c'est que quand on n'y va pas, les autres y vont. Il y en a d'autres qui y vont et qui n'ont pas du tout les mêmes scrupules. Et évidemment, on laisse le champ libre après. Et dans un premier temps, on ricane un peu en disant oh, c'est vraiment bête, c'est n'importe quoi. Puis après, ça s'installe. Et au bout de 10 ans, on voit des figures installées. On se dit mais mince, on a laissé complètement le champ. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Enfin, après, vu de loin, parfois, moi j'ai l'impression que c'est des figures qui s'autodétruisent aussi au bout d'un moment. Mais quand même, elles laissent une trace profonde dans le débat public au bout d'un moment. Je sais pas, on a tous en tête, mais moi, ça me rend malheureux. Après, j'entends mes parents me dire tu n'as pas lu, tu n'as pas entendu ce que dit Onfray et tout ça. Je dis, non, 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 je vais pas faire ça, non. Et, et, et je sais pas, j'ai pas de solution à ça. Je vois bien l'impasse du purisme, qui est une double impasse, parce que ça consisterait à dire je me retire du champ médiatique, je ne vais pas discuter parce qu'en fait c'est pas possible. Alors il y a des lieux où c'est pas du tout possible, parce qu'il faut pas aller chez Hanouna. Mais T'es régulièrement invité? mais non, mais je me suis retrouvé face à Nolo et Zemmour une fois. Je crois que j'ai eu 1 minute 30 et ils ont fait des blagues sur le fait que j'avais un pull avec une étoile de neige et c'est tout ce qui. Voilà. Mais évidemment, il faut pas faire ça.
Donc il ne faut pas faire ça. Il faut essayer de mesurer les espaces où c'est possible, où il y a du temps. Alors, ça s'est rouvert hein, quand même, parce que aussi par Internet, par la possibilité, les podcasts, plus la diffusion Internet, a rouvert un espace qui quand même était très fermé. Moi j'ai souvenir qu'un peu avant ça, ça devenait compliqué. Quoi. Dans les années 2000, avant que ça se rouvre, on ne pouvait pas aller à la télévision, c'était plus possible. À la radio, on se disait France Culture, d'accord, mais en même temps on va prêcher les convertis. Donc que faire et le dilemme, ça s'est peut-être un petit peu desserré, ces espaces-là. Mais je disais, il y a une autre couche qui se rajoute à ça, c'est que je pense que vous allez voir revenir des intellectuels et des chercheurs, à la fois parce qu'ils vont vouloir retrouver une place dans le débat public, mais aussi à cause de la crise de l'université française, qui fait que croire qu'on peut faire de la recherche et que c'est un espace où on est plutôt libre n'a plus aucun sens. On ne peut plus faire de recherche, il n'y a plus d'argent, c'est dans un état catastrophique. Et donc, il y a quelque chose dont je ne sais pas trop quoi penser non plus, qui est que je le vois pour des gens un peu plus jeunes que moi, qui deviennent chercheurs indépendants. Parce qu'en fait, ils ne peuvent plus faire de thèse, il n'y a plus de financement de thèse, très peu. Vous voyez, moi, pour ce que j'en sais, en philosophie, dans mon domaine, je crois qu'il n'y a que 17 thèses qui ont été soutenues l'an passé, ce qui est historiquement très très peu. Moi, quand j'ai passé ma thèse, c'était 90. Des financements de thèse, vous savez qu'on appelle aujourd'hui une thèse financée, ce qui est en fait des thèses auto-financées. C'est-à-dire, en gros, vous prenez un poste de prof de lycée et vous faites votre thèse en 6 ans, l'université considère que votre thèse est financée. Elle ne vous donne aucun argent. Enfin, voilà. Donc, comme il y a un énorme problème de financement de la recherche, c'est pas un problème, c'est une politique qui consiste à se désengager du financement de la recherche, notamment en sciences humaines, ben, ça produit des gens, alors plus jeunes que moi, cette fois, qui sont plutôt mes étudiants, qui ne vont plus forcément vouloir faire des thèses, vont devenir chercheurs indépendants, vont se paupériser, clairement. C'est-à-dire c'est des gens qui vont faire des petits boulots, qui vont faire un peu de traduction, qui vont essayer de participer à des revues, qui vont essayer de publier en même temps. Il se trouve qu'en même temps, il y a en France de plus en plus d'éditeurs indépendants d'idées. Ça a augmenté par rapport à il y a 10 ans, très clairement. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas les éditions Dehors, Amsterdam, Empêcheurs de penser en rond, Les liens qui libèrent. Voilà. Donc, ça produit... C'est bizarre, hein, ces moments. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il faut bénir un moment de décomposition capitaliste et libérale qui détruit complètement des structures d'État de la recherche, mais qui produit des formes d'organisation, d'auto-organisation, de chercheurs indépendants, de maisons d'édition, et qui font que vous allez voir revenir sans doute dans différents espaces publics des chercheurs qui seront, alors par contre c'est le prix à payer, extrêmement paupérisés, condamnés en même temps de l'intérim, des vacations à droite à gauche, tout ça. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas, ça sera bien pour le débat. Par contre, très clairement, pour le statut de chercheur, il est complètement atomisé.